Merci beaucoup aux organisateurs de cette journée de nous donner l'occasion de vous présenter les résultats de notre étude, l'étude DESA pour demande d'euthanasie et de suicide assisté. Donc, je vais faire cette communication, on va alterner entre Daniel et moi. C'est une étude qui a été réalisée en France à partir de deux équipes de recherche, l'équipe de recherche de Régis Aubry sur Besançon et puis, l'équipe du pôle recherche de Jeanne Garnier, les collaborateurs sont Anne Bousquet, Aline Chassagne, Florence Mathieu-Nico, Élodie Cretin, Régis Aubry et Daniel Aymon. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Dans un premier temps, nous allons rappeler ce qu'il en est du contexte législatif français, notamment la loi du 2 février 2016, pour un peu mieux clarifier les choses. Nous allons nous réinterroger, même si ça a été fait précédemment, sur le vocabulaire, et on voit toutes les difficultés qu'il y a dans le vocabulaire. Nous vous présenterons la méthodologie de l'étude, et Daniel vous présentera les résultats et les points que nous voulions discuter. Nous avons eu une évolution, comme partout dans le monde, ces 10-15 dernières années en France, qui nous a fait, nous, acteurs de soins palliatifs, changer de ce que j'appelle changer de paradigme. Jusqu'à présent, jusqu'à cette évolution sociétale et législative, notre paradigme essentiel était de privilégier autant que possible la communication et l'échange. Et puis, on a vu ces 10-15 dernières années une évolution avec un changement de paradigme et que face à la souffrance, eh bien, il fallait privilégier l'apaisement, même au prix d'une altération de la conscience. Et ceci a été inscrit dans la loi en 2016 en France. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Et avec, suivi de cette phrase, d'une injonction aux professionnels de santé de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Et cette loi qui a été dans une suite d'évolutions qui nous reflète essentiellement l'évolution sociétale, va plus loin et détaille de façon assez minutieuse, qui pourrait paraître un peu paradoxal pour d'autres, mais la loi française de temps en temps spécifie de façon très, très détaillée les choses, et il y a cette recommandation, plus qu'une recommandation, cette obligation aux médecins de mettre en œuvre l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Donc on va aussi loin que possible, sans dépénaliser l'euthanasie, et on va, dans cette loi de 2016, aussi aller jusqu'à la demande du patient d'avoir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à sa demande, et la loi fixe les conditions dans lesquelles un patient peut obtenir cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors, dans ce contexte où l'euthanasie reste illégale, l'objectif de l'étude DESA, c'était de comprendre la finalité ou ce que j'appelle la fonction, ce qu'on appelait la fonction de ces demandes vues du point de vue du patient, en analysant en fait les répercussions, l'impact que cette demande d'euthanasie procure sur, d'une part, le patient lui-même, et l'impact que ça a sur les pratiques cliniques, et puis aussi sur l'environnement socio-familial. On a vu avec l'exposé d'Isabelle Marcoux la difficulté qu'il y a à clarifier ce vocabulaire. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que déjà dans notre étude sur les demandes d'euthanasie et de suicide assisté, il a bien fallu aussi qu'on clarifie nous les choses. On se base finalement sur ce papier, cette revue parue dans Palliative Médecine en 2015, qui différencie bien, définit bien le souhait de mourir, le souhait d'accélérer la mort, et puis ce qui est demande d'euthanasie et de suicide assisté. Dans la définition, est-ce que c'est une définition qui serait reconnue de façon internationale? Ça serait intéressant vraiment de travailler et de clarifier bien le vocabulaire. D'abord, il s'agit d'un tiers, qui est un médecin ou une autre personne, qui donne la mort intentionnellement, à une personne par l'administration de médicaments
hein, il s'agit bien d'un acte où on administre des médicaments. Et dans la définition de l'euthanasie est incorporé le fait que cet acte est réalisé à la demande exprimée de façon libre du patient et en compétence. Ce que j'appelle en compétence, c'est-à-dire d'avoir la compétence au sens juridique du terme, c'est d'avoir l'aptitude à prendre des décisions pour soi-même. Ça nécessite donc être en capacité de formuler cette demande, capacité y compris sur un plan juridique. Le suicide assisté, c'est là encore une personne qui intentionnellement, donc un tiers, qui aide une autre personne à mettre fin à sa vie, à sa demande exprimée de façon libre, et là encore en compétence. Et quand je vais parler d'assistance médicale au suicide, il s'agit de la délivrance d'un produit létal en vue d'une auto-administration. Cette auto-administration différencie ce qui est l'euthanasie, qui est l'acte réalisé par un médecin ou une autre personne. Nous avions déjà mis en évidence dans une étude rétrospective publiée en 2014 à partir des données de la maison médicale Janine Cornier, des dossiers, la difficulté et la fluctuation du vocabulaire. Enfin, pas la fluctuation, la difficulté de préciser ce vocabulaire. Donc, on avait cette étude sur 2157 patients et nous avions pu repérer que finalement, les souhaits de mourir étaient quelque chose de relativement, d'abord très fréquent, quasiment entre guillemets physiologique, c'est-à-dire que 9% des patients présents dans notre unité de soins palliatifs ont exprimé à un moment ou à un autre un souhait de mourir. Mais ce souhait de mourir peut prendre différentes formes. Et finalement, dans les expressions de ce souhait de mourir, eh bien, les demandes d'euthanasie représentent que 3% des patients, hein, donc nous avions 61 patients qui étaient en demande d'euthanasie. Donc, nous avions déjà différencié ce qui était un souhait de mourir, un souhait d'ailleurs d'accélérer la mort, et puis ce groupe des demandes d'euthanasie. Nous avions aussi mis en évidence quelque chose qui n'était pas évident à l'époque, c'était la dynamique de la demande, et une fluctuation de la demande. Et à un moment, un patient peut être dans une demande d'euthanasie qui va s'atténuer pour aller, j'allais dire, de façon plus sur un souhait de mourir. Et donc 90% finalement des demandes d'euthanasie se transforment et il n'y en a que 6 qui sont persistantes, c'est-à-dire 10% des demandes d'euthanasie qui persistent. Le souhait d'accélérer la mort a fait l'objet d'une très large littérature ces dernières années et jusqu'à avoir une définition à partir d'un consensus international, c'est tout ce qu'on va appeler autour du wish to hasten death, hein, le souhait d'accélérer la mort. Et cette définition a été faite, je ne reviens pas sur la méthodologie, qui était une méthode Delphi, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette définition, on parle de souhait et on ne parle pas de demande. Et peut-être que là, c'est là où nous différencions entre les demandes d'euthanasie et puis le souhait. Le souhait d'accélérer la mort, c'est une réaction à la souffrance dans le cadre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital dont le patient ne voit pas d'autre issue que celle d'accélérer sa mort. Et ce souhait peut être exprimé spontanément ou alors après avoir été interrogé à ce sujet. Il doit être distingué de l'acceptation d'une mort imminente ou d'un souhait de mourir naturellement, mais de préférence rapidement. Donc ça, c'est la définition, le consensus international obtenu après cette méthode Delphi. La littérature est très large sur quand est-ce que ça peut survenir, avec plusieurs facteurs, notamment des symptômes physiques, une détresse psychologique, une souffrance existentielle ou encore des aspects sociaux. Nous, dans le cadre de notre étude, nous avons bien précisé qu'il s'agissait de demandes d'euthanasie et les verbatims, chaque fois vous verrez sur ces diapositives des phrases en italique, ça correspond à des verbatims, les mots utilisés sont sans ambiguïté. Il peut y avoir l'utilisation directe du terme d'euthanasie. Oui, c'est une demande d'euthanasie.
je veux avoir une euthanasie en Suisse. Là, on voit d'ailleurs l'erreur du vocabulaire, puisque en Suisse, c'est du suicide assisté et non pas de l'euthanasie. La demande d'injection est un autre mode très classique utilisé, mais sans ambiguïté pour notre étude. Quand allez-vous enfin me faire une injection? Est-ce que je vais attendre longtemps? Si vous me faisiez l'injection, ça serait bien. Je n'en peux plus, je vais fumer une cigarette avec mon ami, puis j'aimerais que vous m'injectiez le médicament. On voit bien que là, il y a aussi la question qui rentre et sur laquelle on va revenir, la question de la temporalité et finalement de l'urgence de la demande. Ça suffit, j'en ai marre, rien n'est fait pour me soulager, il est temps de mettre fin à ma vie, ou encore, il faut que ça se fasse le plus vite possible. Alors revenons maintenant sur la méthodologie que nous avons utilisée dans l'étude DESA, demande d'euthanasie et de suicide assisté. Donc il s'agissait d'une étude qualitative avec des entretiens semi-directifs à partir de guides d'entretien. C'est une étude prospective longitudinale réalisée donc par une équipe pluridisciplinaire. Nous étions médecins, psychologues, sociologues, philosophes. L'étude a été menée dans 11 unités de soins palliatifs, dans 2 régions en France, la région Bourgogne-Franche-Comté, donc autour de Besançon, donc on est plutôt dans l'Est, et puis dans l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est donc autour de Paris. Dans ces 11 USP, on a demandé aux soignants, sur une période d'1 an, de signaler aux chercheurs tous les patients hospitalisés qui formulent une demande d'euthanasie. Et ces patients ont été inclus après consentement. Il y a eu un entretien à J0 avec le patient, avec le soignant qui a réceptionné la demande et avec un proche, si possible, lorsque le patient nous a autorisé à nous entretenir avec un proche. Et puis, à J7, une semaine après, de nouveau des entretiens similaires. Tous ces entretiens ont été transcrits et puis ont fait l'objet d'une analyse thématique classique selon les méthodologies qualitatives, selon les recommandations de Braun et Clark, avec 2 codages indépendants et construction d'un arbre thématique qui s'est affiné au cours de l'interprétation, puis la discussion des concepts. Les résultats que nous présentons ici se focalisent finalement sur l'expérience des patients confortés par les analyses des entretiens soignants et des proches, mais vraiment le cœur des résultats seront vraiment ce qui tourne autour du patient et l'analyse de la fonction de cette demande d'euthanasie à partir de ce que ça crée chez le patient. Je vais peut-être changer de place, ou ça va comme ça? Et je passe la parole à Daniel pour la présentation des résultats. Voilà. Merci Frédéric. Donc, à l'issue de l'analyse des entretiens, des verbatims des entretiens des patients, nous avons, pour répondre à la question que je vous rappelle, qui était pourquoi ces patients qui sont en unité de soins palliatifs demandent-ils l'euthanasie alors qu'ils savent que c'est illégal en France? Et s'il demande cette euthanasie, quelle est au fond la fonction de cette demande? Donc, nous avons analysé les verbatims de ces entretiens. Alors, quels étaient les patients qui ont participé à l'étude? Alors qu'il y a eu 30 patients qui ont été signalés par les médecins aux chercheurs, il y en a 23 qui ont été en capacité de participer. 18 ont été inclus parce que parmi ces 23, 5 ont refusé de participer. Il y avait 7 hommes, 11 femmes, dont l'âge moyen était 76 ans, 12 étaient atteints d'un cancer, 2 de sclérose latérale amyotrophique et 4 de diverses pathologies. À J7, pour le deuxième entretien, seuls 9 ont été en capacité de participer parce que 6 étaient décédés et 3 étaient soit trop désorientés, soit trop fatigués. Alors, quels ont été les thèmes qui se sont dégagés de l'analyse de ces verbatims et qui pourraient permettre d'argumenter la réponse à la question que nous nous posions? C'est-à-dire, quel est le rôle ou la fonction de cette demande d'euthanasie pour le patient? Je veux dire que son premier rôle serait de permettre au patient d'affirmer que la transgression de l'interdit est possible. Et ça, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs évoqué par Isabelle Marcou, c'est-à-dire que
ça se fait même si on ne le dit pas, et il suffirait de trouver le bon docteur au bon moment qui, par compassion, ferait l'acte. Donc, l'euthanasie est accessible malgré l'interdit de la loi et l'interdit aussi du meurtre. Les patients qui avaient un regard sur le cadre juridique ont argumenté le fait que la loi mettrait fin à l'hypocrisie en la matière et aussi pour éviter les dérives ou les abus que des pratiques d'euthanasie sauvages, en particulier par vengeance, il y en a un qui a évoqué ça, qui pourraient advenir. Il y a une confusion, les patients l'ont mis en scène, entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Le patient disait, je suis venu en soins palliatifs pour ça, c'est-à-dire pour demander l'euthanasie, pour avoir l'euthanasie. J'ai demandé à venir en soins palliatifs pour ça. On a constaté, Frédéric l'a rappelé d'ailleurs par rapport à l'étude précédente, c'est qu'à Gisette, il y a une forme d'infléchissement de la demande, pour ceux qui ont pu évidemment répondre, enfin s'entretenir avec nous, vers des pensées suicidaires ou vers une demande de suicide assisté. Pour illustrer, si on ne veut pas me piquer, on n'a qu'à me donner quelque chose à boire, je l'avale. Le deuxième rôle ou fonction de cette demande pour le patient, ce serait que cette demande, en fait, a une dimension d'appel. Une dimension d'appel à la reconnaissance d'une souffrance dite intolérable. Alors, il y a un lien, effectivement, entre la demande d'euthanasie et le vécu de la souffrance pour le patient. Et le corps est le lieu d'une souffrance totale. J'ai souffert avant, j'ai souffert après. Ça, il faut y être pour le croire. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé l'euthanasie. Je dis, ils ne sont pas à ma place, mais ils ne se rendent pas compte de la souffrance. Cette souffrance qu'on a mis entre guillemets comme étant totale, c'est à la fois une souffrance physique, une douleur physique qui s'origine souvent pour les malades dans l'exacerbation de certains symptômes ou de l'inconfort qui s'accroît. Souffrance psychologique, en particulier dans le rapport du patient à son image du corps, à sa détérioration de l'image de son corps, et puis aussi des souffrances qui peuvent avoir un caractère existentiel ou spirituel, avec au centre la notion de perte de sens de la vie. Donc, il y a bien des émotions et des affects qui traversent, qui habitent ces patients et dont ils ont témoigné. Je voudrais simplement en mettre deux un peu en exergue, qui d'une part la peur d'être submergé par une souffrance insupportable et intraitable qui affecte tout son être. C'est en disant je ne suis plus que ça. Et alors, c'est lié beaucoup à cette peur qu'en fin de vie, ils suffoquent, ils accès de panique. Ils l'ont dit assez explicitement, ce qui me fait horriblement peur, c'est l'attaque de panique et la suffocation dans les dernières minutes. Et aussi une autre dimension importante qui est la perte de l'espoir, qui a souvent son origine au moment où il n'y a plus de traitement curatif et qui finalement va progressivement prendre de l'importance et envahir un peu aussi le patient. Il n'y a plus d'espoir, donc à partir du moment où il n'y a plus d'espoir, pourquoi continuer à faire vivre les gens? Donc il y a là, mais entendez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que la souffrance, elle est insupportable. Entendez ça. Troisième thème ou troisième dimension de cette fonction, ce serait au fond qu'elle est porteuse d'une incitation au changement des pratiques cliniques. Alors cela, on a pu aussi le mesurer ou comprendre, disons, grâce à ce qu'ont dit les patients qui ont été interviewés à J7. Ces patients se disent satisfaits de la prise en charge multidisciplinaire. Ils se disent écoutés et reconnus. Donc, ils apprécient, ils reconnaissent la compétence des soignants dans les traitements, la douleur, les symptômes. Quelqu'un dit, ici, il y a toujours quelqu'un, et si j'appelle, eh bien, on me calme. Ils sont aussi, je dirais, interpellés par l'attention des soignants et la créativité qu'ils ont pour leur apporter des réponses concrètes dans leur vie quotidienne. Je vais en donner des exemples. Et ils sont extrêmement satisfaits de l'engagement des soignants dans la relation. Elles, les infirmières, des patients, rapprochent
elle rapproche de Dieu, un peu, mais j'ai pas trop de temps, c'est ça. Donc, dans ce thème-là, dans cette dimension-là, le patient se dit réhumanisé. Et à ce titre-là, non pas qu'il abandonne sa demande ou qu'il n'en aurait plus, mais il y a une forme de suspension de la demande. Il peut différer, en tout cas, l'urgence de mettre fin à ses jours. Voilà deux verbatims qui pourraient corroborer cette évolution. Donc, ça me convient, parce que d'abord, je vais vivre à peu près confortablement, et surtout, qu'on tient compte de ce que j'ai demandé, c'est-à-dire pas d'acharnement, ou pas prolonger ma vie. Ça change un peu, vous voyez, quand je suis arrivée ici, dans ma tête, vraiment, bon, j'avais différentes pensées, mais la plupart de mes pensées, c'était de trouver le moyen de mourir, tellement cette vie m'était insupportable. Je me sens plus considérée ici, comme un être humain à part entière. Quatrième dimension importante, c'est que les patients ont témoigné aussi, en tout cas dans ce qu'on a compris de ce qu'ils nous ont dit, qu'ils pouvaient reconquérir un sentiment ou un espace de liberté face aux contraintes médicales et à la dépendance. Ils étaient tous dans la recherche d'un contrôle sur le moment et les conditions de la mort. Mais ce qui était pour eux peut-être principal, c'était de pouvoir ressentir de nouveau qu'ils avaient une liberté de penser et une liberté de décider pour eux-mêmes. Et ça, il l'affirmait haut et fort. Je rêve d'un monde où chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie, voilà. Je trouve ça très injuste et très prétentieux que ce soit des médecins qui décident. Non, toi, tu restes en vie, toi, tu peux partir. J'aime pas ça, je trouve ça vraiment humiliant et irrespectueux. Mais cette revendication de liberté pour eux-mêmes allait de pair avec le fait qu'ils se sentaient concernés par la liberté des autres, la liberté des médecins et la liberté des proches. Et qu'en aucun cas, ils ne voulaient être un fardeau, ce qui est souvent un sentiment qu'ils ressentent. Je me disais, je suis un poids pour eux, maintenant à quoi je sers, lié à ce sentiment d'inutilité et que ça ne vaut pas la peine de continuer. Dernière dimension, qui est la dimension la plus, disons, peut-être la plus paradoxale, mais qui est certainement plus compréhensible aussi, c'était cette capacité pour le patient d'imaginer un futur désirable pour soi. Alors, un futur désirable, pourquoi? D'abord parce que le patient avait cette notion qu'il pouvait se projeter dans un futur, puisqu'il y avait la possibilité possible à travers la demande de fixer heure et date et conditions de la mort, mais il y avait surtout, autant au moment présent, un futur, l'expression, enfin le vécu d'un futur qui serait délivré de la souffrance et de l'anxiété. Pour moi, c'est tellement lourd et tellement fou tout ce que j'ai subi dans les hôpitaux que l'euthanasie, ce serait pour, bon, allez, on passe à autre chose. On oublie toute cette violence, toute cette maltraitance et cette misère. Et on va voir dans un autre monde, un monde qui pourrait être meilleur, peut-être, ou pire, j'en sais rien. Ils acquéraient ainsi, dans le moment présent, un certain plaisir à vivre. Plaisir à vivre lié à leur sentiment peut-être un peu retrouvé d'un peu plus d'autonomie et de confort, et lié au fait aussi des interactions qu'ils pouvaient renouer avec l'entourage. Vous avez peut-être entendu dire que j'étais joueur d'échecs, et je joue aux échecs assez souvent. Il y a un monsieur P, qui est un bénévole, qui est venu jouer aux échecs avec moi hier, et je l'ai maltraité. C'est réconfortant, oui. Alors, la dimension d'être délivré de l'attente à partir du moment où on pose une demande d'euthanasie, c'est une dimension qui, je crois, est très partagée. Bien sûr, c'est un geste irrévocable, je le sais, tellement salvateur. Être délivré de l'attente, oui, les instants inutiles autour desquels il faut souffrir.
Et puis, la demande d'euthanasie, finalement, les réinscrivait dans une forme d'interactivité, une sorte de réseau relationnel qui était beaucoup plus dynamique et beaucoup plus riche. Ils pouvaient, en tout cas, ils pensaient pouvoir négocier avec les soignants et les proches d'une nouvelle façon et peut-être se faire entendre aussi. Parce que ça, c'était un élément qui les ennuyait énormément, enfin, qui les peinait énormément, c'était « je ne peux pas communiquer ». Là, donc, possibilité de nouvelles négociations. Et je lui dis, docteur, vous avez réussi à me convaincre, c'était convaincre de manger. De ci, de là, graines de perlimpinpin protéinées. Comment avez-vous fait? Mais moi, en tant que patient, pour faire plaisir, bon, je me suis dit, ne sois pas têtu. Et je m'entête à manger. Négociation avec un proche aussi. Trouver un endroit au cimetière pour que je puisse reposer, je sais où. C'est déjà pas mal. Ben, il faudra bien s'en occuper. Hein. Si mon mari ne s'en occupe pas, je sais que c'est des choses qu'il n'aime pas faire. Autant que je le pousse à les faire maintenant. Donc, ces éléments que l'on a dégagés là, qui permettraient encore une fois une argumentation de la fonction pour le patient de sa demande d'euthanasie, de ça, on a voulu dégager 3 éléments de discussion que je ne ferai qu'ébaucher. C'est d'une part la méconnaissance ou la tendance à ignorer la différence entre soins palliatifs et euthanasie. De plus, le deuxième point abordé sera que le fait que la demande d'euthanasie souligne le besoin de reconnaître qu'il est inacceptable de vivre en étant soumis à la souffrance totale. Elle porte une dimension d'appel, mais ce qui est aussi important à relever, c'est qu'elle manifeste la violence de la médecine et la position habituelle de passivité qui est imposée aux patients. Troisième point, rapide, c'est l'évolution du patient par rapport au temps, avec cette notion qu'il serait susceptible, une fois posée la demande, de pouvoir vivre le présent. Premier point, donc, méconnaissance ou tendance à ignorer la différence entre soins palliatifs et euthanasie. Isabelle Marcot aussi finalement a donné des éléments qui vont tout à fait dans notre sens, qui étaient des éléments d'ailleurs qui étaient venus des médecins ou des soignants. Il y a effectivement le constat qu'il y a des durées, la mort arrive très rapidement en SP, donc les durées de séjour sont très courtes et avant le décès. L'utilisation de morphine et de sédatifs sur suspension ou arrêt de certains traitements pour les patients, c'est équivalent d'une pratique euthanasique. Et la loi aussi, le rapport à cette loi de 2016 pour nous, qui affirmait le droit au soulagement de la souffrance. Et que donc, il y avait dans les unités de soins palliatifs, pouvoir réclamer le fait d'être soulagé de sa souffrance allait de soi, et c'était même un droit. Donc, les USP deviendraient peut-être pour ces patients, et c'est reste à discuter, le lieu pour un recours à l'euthanasie, le lieu adéquat où on pourrait obtenir l'euthanasie. Alors, cette question, c'est une question importante que l'on ne peut pas complètement développer, mais on est en face. Et peut-être que ces patients, finalement, représentent le rapport à la loi qui signifie qu'il y a une sorte d'affaiblissement de l'interdit de la loi, de l'interdit du meurtre, et que sa violation, finalement, est banalisée. Et ça aussi, ça soulève des questionnements éthiques ou un questionnement éthique pour les soignants, parce que les soignants se trouvent en décalage par rapport à leurs valeurs et leurs pratiques entre la demande d'euthanasie, qu'ils peuvent comprendre d'ailleurs. On verra dans les prochains articles qu'on essaiera de publier quelle est justement la position des soignants, mais il n'y avait pas de soignants qui, en tout cas dans les unités, qui disaient ça ne se fait pas, c'est interdit. Ils essayaient de comprendre pourquoi il y avait la demande, ils pouvaient même comprendre qu'elle puisse être légitime vu l'état des patients, mais entre cette demande et leur repère habituel, il y a effectivement un gap qu'il leur faudrait essayer de travailler, et en particulier, il y aurait un enjeu à ce qu'ils puissent reconnaître et nommer la transgression si elle est pratiquée ou si elle est pratiquée dans le futur, pour pouvoir garder une forme de cohérence de leur pratique palliative.
c'est tout un chapitre sur la question de la transgression qui a été un petit peu développé en collectif d'ailleurs par Dominique Jacquemin et que je vous inviterai à lire. On est sur une forme de crête et c'est un débat éthique qui est très important. Alors, la demande d'euthanasie, le deuxième point qu'on voulait soulever, c'est souligner le besoin de reconnaissance qu'il est inacceptable de vivre en étant soumis à la souffrance. Alors, on a vu qu'il y avait une sorte d'appel à l'aide. Vous allez enfin entendre ce que je vous dis, de ma souffrance. Ça souligne aussi la remise en cause de la prise en charge et du soutien par les équipes, avec une forme d'insuffisance criante des soins c'est-à-dire de l'adaptation des soins plutôt au moment où le patient vit ce qu'il vit et le manque de soulagement. Alors, ça revient sur cette notion que ce n'est pas la médecine de décider pour moi de ma fin de vie, il faut cesser de penser que l'on ne puisse pas être en capacité à décider pour nous et surtout à décider de ne plus vouloir vivre une situation qui nous est intolérable. Donc, ceci interpelle les professionnels de santé et même si ça montre finalement les côtés discutables ou mauvais ou mal adaptés de la prise en charge, ça interpelle les professionnels de santé, ça pourrait inaugurer de changements qui seraient des changements plutôt positifs. Et c'est un peu ce que l'on a pu comprendre à travers les entretiens des patients à J7. D'abord, il s'instaure une modification de la dynamique relationnelle patient-soignant, où le patient a le sentiment de sortir de cette posture passive qui lui a été imposée depuis le début de la maladie et depuis le début des traitements. Donc, encore une fois, ce n'est pas la médecine de décider de la fin de vie. Ouverture de l'interactivité, la possibilité d'un dialogue sur les options à prendre en tenant compte du désir d'indépendance du patient. Discuter avec lui, échanger, mesurer, enfin, tout ce qui serait le considérer finalement comme un partenaire dans la décision et une forme d'égalité relationnelle. Et puis aussi, ce qui a été peut-être un tout petit peu abordé aussi précédemment, c'était de sortir de la réponse binaire. C'est-à-dire que à la demande d'euthanasie, on pourrait répondre que oui ou non, on fait ou on ne fait pas. Dans ce cadre où, en France, où l'euthanasie est illégale, on voit bien que la demande d'euthanasie véhicule bien d'autres choses que simplement cette réponse acte ou pas acte, procédure ou pas procédure. Donc, ça pourrait engager les soignants à favoriser une écoute, je dirais une écoute portante, une écoute engagée, mais à la fois aussi distante, dans cette espèce de capacité de disponibilité et favoriser l'interactivité, l'échange. Certains auteurs sont allés plus loin, il faut écouter, mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt aussi pour les soignants à être un peu plus proactifs pour aborder ce sujet et en parler sans tabou avec les patients. Dernier point rapide, c'est l'évolution du rapport au temps, qui serait intéressant là aussi de discuter parce qu'il y a effectivement cette idée que le patient, s'il est dans une situation plus adéquate, plus confortable, s'il se sent mieux accompagné et mieux compris, peut différer, peut suspendre la demande d'euthanasie qu'il a formulée. Il y a moins d'urgence et, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité qu'il aurait à pouvoir vivre au présent en ayant recouvré une forme de sentiment d'autonomie et d'autonomie de décision, en tout cas, et une forme de rapport à sa propre dignité, donc je dirais une réhumanisation politique. Je pense qu'à partir que vous aurez des questions, je vais, avec Frédéric, donc, partager avec vous la conclusion de cette étude. Voilà, oui, donc on voit bien à travers ces résultats comment
toutes les ouvertures qu'il y a à partir de cette demande d'euthanasie. La demande d'euthanasie, en conclusion, c'est d'abord un moyen pour sortir d'une impasse, d'une existence paralysée par la souffrance. À partir de cette demande, et notamment probablement du fait que nous sommes encore dans l'illégalité de l'euthanasie en France, se crée un espace de discussion qui favorise la négociation, une négociation sur les pratiques. Et à partir du moment où il y a cette négociation sur la pratique, à partir du moment où le patient reprend la main à travers cette demande, eh bien, il y a un renforcement du sentiment d'autonomie. Ces résultats aussi, vus du point de vue du patient, ont des conséquences pour les soignants. Et on l'a bien vu, et Daniel l'a bien dit, ça doit encourager les soignants à adapter une attitude d'écoute, hein, si possible en étant, comme on l'a dit, proactifs, en initiant eux-mêmes une discussion à propos de cette demande. Et certainement pas de se réfugier sous un simple « c'est interdit, on ne peut pas le faire ». Ce n'est pas ça du tout la posture qui serait adaptée pour le soignant dans cette situation-là. Et puis aussi, en s'exprimant lorsque cette demande émerge, eh bien sûr, elle réinterroge le cadre juridique, et donc on a vu aussi l'affaiblissement de la loi, etc. Et puis aussi l'éthique du soin et la confrontation auquel le soignant doit faire face entre ses propres valeurs et puis cette demande. Voilà, merci de votre attention, et puis on est bien sûr